Bonjour et bienvenue pour cette discussion approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un ensemble assez étonnant de documents, des vidéos, des articles, des témoignages, Oui, des sources variées. exactement, qui nous parlent des relations, du mariage et des pressions sociales en Asie de l'Est. On va surtout regarder du côté de la Chine et du Japon, Mhm. mais on fera aussi un petit crochet par la Corée du Sud et le Vietnam. Tout à fait. On a sous la main une matière vraiment riche qui montre bien ce choc entre les attentes d'hier et puis la vie d'aujourd'hui. C'est ça. Notre but, essayer de démêler un peu tout ça, de comprendre ce qui coince et peut-être avoir une petite idée de ce qui se dessine pour les relations là-bas. Exactement. Et ce qui saute aux yeux d'emblée, je trouve, c'est la diversité des situations. C'est fou. Ah oui, Ben oui, ça va des marchés où l'on cherche très sérieusement à marier ses enfants en Chine, aux difficultés de la jeune génération, la Gen Z, oui, oui. en passant par des habitudes familiales japonaises assez surprenantes, ou alors les mariages internationaux et toutes leurs complications. D'accord. On va essayer de tisser des liens entre tout ça. Alors, commençons par la Chine, justement. Le mariage y semble vraiment central, presque une étape obligée, non? C'est l'impression que ça donne, oui. Il y a cette image forte du marché des célibataires, de Shanghai au People Square. Des parents y installent des sortes de CV pour leurs enfants adultes. Oui, c'est assez incroyable. Ouais. Dans l'espoir de leur trouver l'âme sœur. Ah ouais. C'est frappant comme scène. Ah, c'est clair que ça montre bien la pression familiale, la pression sociale. C'est énorme. Et sur ces fiches, on trouve quoi exactement? Alors, on trouve l'âge, et là, attention, il y a cette idée d'un âge limite, vous savez, autour de 27 ans pour les femmes, 30 pour les hommes. C'est ce qui crée les nus, c'est ça, les femmes restantes. Exactement. Un terme assez dur d'ailleurs. Et puis on trouve aussi le métier, le salaire, si la personne possède un appartement, Ah oui, des critères très terre à terre en fait. très pragmatique. L'inquiétude des parents qui tiennent ces stands, elle est palpable dans certains reportages qu'on a pu voir. Et puis il y a cette fameuse dot, le Kylie. J'ai lu des chiffres assez fous. Expert speaker. Oui, c'est une somme d'argent ou des cadeaux offerts par la famille du marié à celle de la mariée. Et les montants peuvent être énormes, Une source parlait de jusqu'à 37 000 euros. c'est ça. Le gouvernement chinois essaie d'ailleurs de calmer un peu le jeu là-dessus, sur ces dots jugées excessives. Parce que ça devient une condition quasi obligatoire. Les documents qu'on a consultés indiquent que, souvent oui, posséder un appartement, une voiture, avoir un bon salaire, c'est souvent le minimum requis par les femmes ou surtout par leur famille. D'accord. Forcément, ça rend le marché du mariage, si on peut dire, très compétitif. Surtout pour les hommes qui ont moins de moyens ou ceux qui vivent à la campagne. Et il y a aussi ce déséquilibre homme-femme. Exactement. Ça accentue le problème. Il y a plus d'hommes que de femmes, c'est une conséquence historique de la politique de l'enfant unique et de cette préférence culturelle pour les garçons. Hmm. Expert speaker. Ajoutez à ça que beaucoup de jeunes femmes quittent les campagnes pour aller travailler en ville. Donc moins de femmes disponibles dans les zones rurales. Voilà. On voit même apparaître ce que certains appellent des villages de célibataires. Des endroits où vivent principalement des hommes qui n'arrivent tout simplement pas à trouver d'épouse. Du coup, une autre solution émerge, c'est ça, chercher à l'étranger. C'est une des stratégies, oui. On parle de femmes russes, ukrainiennes, vietnamiennes, cambodgiennes, parfois même européennes. Et l'idée derrière, c'est qu'elle serait moins exigeante. C'est la perception. Moins d'exigences matérielles, pas de dot exorbitante, pas besoin d'être propriétaire tout de suite. Une source rapporte même avoir vu des pancartes du genre «On cherche juste un homme travailleur et une famille heureuse, quoi». Ça doit créer des tensions, j'imagine. Ah oui, forcément. D'après certains témoignages, des femmes chinoises se sentent lésées. Elles accusent ces étrangères de voler les hommes chinois. C'est compliqué. Et les réseaux sociaux, la famille, les amis, ils jouent quel rôle là-dedans? Un rôle absolument central, surtout en milieu rural. Une recherche menée dans la province d'Anhui, publiée sur Carninfo, le montre bien. Ah oui. Utiliser ces réseaux, la famille proche, les parents éloignés, les voisins, les amis, ça doublerait les chances de trouver une épouse. C'est énorme. Oui, le réseau familial serait plus efficace pour les plus jeunes, disons 18-25 ans, alors que les amis, les autres connaissances, ça prendrait plutôt le relais après 25 ans. D'accord. Et chose curieuse, un réseau mixte qui combine les deux semblerait moins performant. Étonnant. Pourquoi? Peut-être justement parce que ça montre qu'il est déjà plus difficile de trouver et qu'il faut activer tous les contacts possibles sans grand succès initial. Une sorte d'indicateur de difficulté en fait. Je vois. Bon, changeons d'horizon. Allons voir au Japon.
Alors que la Chine vit ses pressions autour du mariage, les sources nous montrent au Japon un autre type de normes sociales qui façonnent le quotidien. Une vidéo, par exemple, décrit des habitudes familiales assez particulières. Oui, on y parle notamment du bain, l'ofuro. C'est un moment important, hein, le petit O honorifique devant furo le montre bien. Et l'aspect surprenant, C'est cette idée rapportée que toute la famille utiliserait la même eau de bain le soir. ah oui, j'ai vu ça aussi. Bon, en théorie, il faut se laver avant d'entrer dans la baignoire. Oui, mais la vidéo révélait que seule la moitié des Japonais le feraient vraiment avec du savon. Et encore plus étonnant, près de 29% des foyers conserveraient et réutiliseraient l'eau du bain sur plusieurs jours. C'est ça. Une étude japonaise citée dans la vidéo illustrait la prolifération bactérienne. C'est assez parlant. Ah oui, les chiffres. Pour un foyer de 2 personnes, l'eau passerait de 40 bactéries par litre à 250 000 après une nuit. Pour 5 personnes, ça atteindrait 1,2 million. 1,2 million. Et au 3e jour, on parlerait de bézions de bactéries. Tout ça pour une économie estimée à quoi 40 centimes d'euros par jour? C'est un arbitrage hygiène-économie assez particulier, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Une autre source mentionne aussi une coutume très ancrée, le koromogae. Ah oui, le changement de garde-robe saisonnier. C'est ça, collectif, à date fixe, 1er juin, 1er octobre. Une tradition qui remonterait à l'ère Heian, apparemment. Tout à fait. Et puis, il y a la préparation quasi systématique du bento, la boîte repas. Ah, le fameux bento. Un sondage cité indique que ce serait la mère qui s'en charge dans près de 98% des cas. Et attention, Oui. ce n'est pas juste faire à manger, quoi. Il y a une vraie pression sociale pour que le bento soit beau, esthétique, équilibré. Ça en dit long sur les rôles de genre encore très présents. Tout à fait. Ces quelques exemples, comme la pression autour du bento ou ces rituels saisonniers comme le koromogai ou même le bain partagé, Oui. montrent comment des traditions et des attentes sociales très précises s'immiscent dans la vie de tous les jours et définissent les rôles, notamment celui des femmes au foyer. C'est fascinant de voir ces instantanés de la culture domestique. C'est ça, ça révèle un mélange d'attentes sociales fortes, un certain pragmatisme aussi parfois, et des rôles genrés bien définis. Et ce sont ces normes-là qui forment l'arrière-plan des relations personnelles et familiales. Revenons en Chine, justement, où la jeune génération, la génération Z, semble, elle, prendre ses distances avec certaines de ses attentes traditionnelles. On entend parler du mouvement Tongping. Ça veut dire rester allongé. Qu'est-ce que c'est exactement Su-Su? Expert speaker, c'est décrit comme une sorte de résistance passive, oui. Un ras-le-bol, en fait, face à une pression énorme, à la fois sociale et économique. Une désillusion. Une profonde désillusion. Le vieux refrain « étudie bien, fais des sacrifices et tu réussiras », ça ne semble plus fonctionner pour beaucoup. Le chômage des jeunes diplômés est un gros problème, Même pour ceux qui sortent des meilleures universités. même pour ceux qui sortent des universités d'élite, celle du projet 985, oui. Et puis, il y a cette culture du travail 916. 9h du matin à 9h du soir, 6 jours sur 7. C'est ça. Même si c'est officiellement illégal, ça reste une réalité pour certains. Tout ça pour un salaire qui peine à suivre le coût de la vie, surtout le logement. Donc, beaucoup de jeunes se demandent à quoi bon. Et concrètement, ça se traduit comment? Ils refusent les marqueurs de réussite traditionnels. La maison, la voiture. C'est tout à fait ça. Les sources rapportent un désintérêt pour l'achat d'une maison, d'une voiture, pour le mariage, et même pour l'idée d'avoir des enfants. Ils veulent autre chose. Ils aspirent plutôt à une vie plus simple, moins matérialiste, où ils peuvent garder du temps pour eux, leur liberté. Et le gouvernement chinois, il en pense quoi? Évidemment, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent de cette tendance, de la chute de la natalité. Ils lancent des campagnes pour encourager le mariage, la famille. Mais ça ne prend pas. Ça ne semble pas avoir beaucoup d'impact sur cette génération, non. Il y a aussi un sentiment d'injustice qui ressort des témoignages, non? Cette idée d'inégalité des chances. Absolument. C'est très fort. D'un côté, des jeunes qui naissent avec d'énormes avantages, le réseau familial, l'argent, la possibilité d'étudier à l'étranger. Oui. Et de l'autre, ceux qui rament pour sortir d'un milieu modeste. L'idée de méritocratie, où le travail paye toujours, elle est sérieusement remise en question. Le système favoriserait les bien-nés, en quelque sorte. C'est l'impression de beaucoup, oui. Et au Japon, on observe un phénomène parallèle. Un désintérêt similaire. D'une certaine manière, oui. Le Japon a le taux de natalité le plus bas du monde, il faut le rappeler. C'est vrai. On parle beaucoup des Soshokodanshi, ces hommes herbivores. Oui, ceux qui montrent peu d'intérêt pour les relations amoureuses ou sexuelles. C'est ça. Et puis, il y a ce truc assez étonnant mentionné dans une vidéo, les mariages en solo.
Des mariages en solo, C'est-à-dire, sans marier. exactement, des femmes qui organisent une cérémonie de mariage pour elles-mêmes. Séance photo en robe de mariée, tout le tralala, mais sans époux. Incroyable. Et pourquoi? C'est présenté comme un symptôme de la difficulté à trouver un partenaire qui convienne. Une femme interviewée dans un document déplore le manque d'initiative des hommes japonais, qu'elle trouve parfois peu mûrs ou plus captivés par leurs personnages de manga, dit-elle. Et les chiffres confirment ces difficultés. Le nombre de mariages a été divisé par 2 en 40 ans au Japon. C'est énorme. Une sexothérapeute japonaise, citée dans la même source, avance une explication liée au travail. Oui, elle pointe la culture du travail épuisante qui tuerait la libido. Selon son analyse, certains hommes mariés en viendraient à considérer le sexe comme une simple pulsion biologique, quoi. Plus facile à satisfaire rapidement. Voilà. Par exemple, via la pornographie, plutôt que d'investir du temps et de l'énergie dans l'intimité et la communication avec leur partenaire. C'est une perspective intéressante sur l'impact du surmenage. Donc que ce soit en Chine avec le tangping ou au Japon avec ses différentes tendances, on voit bien comment l'économie, la pression au travail, les inégalités, les attentes liées au genre, tout ça pèse lourdement sur les choix les plus intimes. Exactement. Ces phénomènes sont des révélateurs puissants des changements sociaux profonds qui traversent ces sociétés. Les relations amoureuses et la formation des familles sont en quelque sorte en première ligne face à ces pressions socio-économiques. Allons maintenant en Corée du Sud. Là aussi, plusieurs documents décrivent une situation assez dure pour les femmes, bien loin de l'image glamour de la K-pop ou des K-dramas. En effet, les informations qu'on a consultées parlent d'un écart de salaire important entre hommes et femmes et d'un plafond de verre bien réel qui freine leur carrière. C'est un point récurrent. Et à ça s'ajoute une pression sur l'apparence. Une pression sociale énorme sur l'apparence physique, oui. La chirurgie esthétique est extrêmement courante là-bas, presque vue comme un passage obligé pour réussir, socialement ou professionnellement. Un chiffre m'avait marqué. Lequel? Plus de 92% des jeunes coréennes qui ne seraient pas satisfaites de leur corps. Oui, celui-là, c'est énorme, expert speaker. C'est lié à ce que certains appellent une surveillance corporelle permanente. La valeur d'une femme est d'abord jugée sur son physique. C'est très ancré. Et il y a ce problème très grave du molka. De quoi s'agit-il exactement? Le molka, ce sont ces caméras cachées, installées illégalement dans des endroits comme les toilettes publiques, les cabines d'essayage. Pour filmer les femmes à leur insu? Oui. Et ces images circulent ensuite souvent en ligne. Les sources soulignent que les coupables s'en sortent souvent avec des peines jugées bien trop légères par les victimes et les associations. C'est terrible. Et en même temps, on attend beaucoup des femmes. Énormément. Qu'elles soient des épouses et des mères modèles, tout en ayant une carrière réussie, mais sans vraiment leur donner les moyens. C'est-à-dire? Expert speaker. Pas assez de place en crèche, des discriminations à l'embauche ou des licenciements quand elles sont enceintes. Ce sont des témoignages qui reviennent. Face à tout ça, il y a des réactions fortes. J'ai lu quelque chose sur un mouvement 4B. Oui, c'est présenté comme un mouvement féministe assez radical. 4B, c'est pour 4 refus. Lesquels? Bihonhon, le refus du mariage. Bitulsan, le refus d'avoir des enfants. Bionane, le refus des relations amoureuses. Et bisexe, le refus des relations sexuelles avec des hommes. C'est une forme de grève, en fait. C'est décrit comme ça, oui. Une protestation contre une société perçue comme profondément misogyne. Certains font remonter les racines de cette misogynie à l'influence du confucianisme. Ces difficultés internes en Corée du Sud ont aussi des conséquences sur les mariages, non? Certains hommes se tournent vers l'étranger. C'est ça. Surtout en zone rurale, où les hommes plus âgés qui peinent à trouver une épouse sur place. Ils se tournent notamment vers le Vietnam. Une vidéo de France 24 montrait ça très bien. Comment ça se passe? Via des agences. Tout à fait. Des agences matrimoniales organisent ces rencontres. Et ça peut aller très très vite. À quel point? La vidéo montrait un homme sud-coréen qui choisit une candidate vietnamienne après un entretien de 10 minutes. Via une application de traduction. 10 minutes? Oui. Et le mariage était célébré 48 heures plus tard. Ces services peuvent coûter cher, jusqu'à 12 500 € d'après la source. Et pour les femmes vietnamiennes, pourquoi acceptent-elles? Pour beaucoup d'entre elles, issues de milieux modestes, c'est vu comme une stratégie. Une façon d'améliorer leur sort et surtout d'aider financièrement leur famille restée au pays. Mais les risques sont énormes et malheureusement bien documentés. Immense. Une source parle du trafic de femmes vietnamiennes vers la Chine. Elles sont carrément vendues à des hommes célibataires. Vendues? L'exemple donné parle d'un prix de 5 000 €. C'est glaçant. Un autre récit, c'est celui d'une Brésilienne mariée à un Sud-Coréen. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Contrôle permanent, violence psychologique puis physique. Et finalement, elle a été expulsée de chez elle sans rien. Et la violence conjugale envers les épouses étrangères, c'est fréquent?
Une étude citée estime que plus de 40% d'entre elles en subiraient une forme ou une autre. Mais beaucoup n'osent pas porter plainte. Pourquoi? La peur. Peur de perdre leur visa, leur droit de séjour, d'autant que, selon cette étude, le mari refuse souvent de les aider à obtenir la nationalité coréenne. Ça les maintient dans une position de dépendance très forte. C'est une exploration vraiment chargée. On sent bien ces sociétés en pleine ébullition, quoi. Coincées entre des traditions très fortes et puis les réalités d'aujourd'hui, l'économie qui pèse, l'envie d'être soi-même, la question de l'égalité homme-femme, l'impact des technologies sur les rencontres. Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir que derrière les statistiques sur le mariage, la natalité, le célibat, Mhm. il y a toujours des histoires personnelles, des désirs, des frustrations et des façons de s'adapter qui sont parfois étonnantes, parfois tragiques. Les relations amoureuses et familiales sont vraiment un miroir de toutes les transformations sociales en cours. En speaker, si on devait laisser une dernière pensée, une question en suspens après tout ça, qu'est-ce que ça pourrait être? Expert speaker. Peut-être celle-ci. Dans ces sociétés où les anciens modèles du couple et de la famille sont tellement bousculés par l'économie, par l'aspiration de chacun à s'épanouir, Oui. quelle nouvelle forme de lien, de soutien, peut-être même de communauté, pourrait bien voir le jour? Comment répondre à ces besoins humains fondamentaux d'intimité, d'appartenance, de connexion, quand les chemins traditionnels semblent de moins en moins évidents? Pour beaucoup. C'est une question large. Très large, mais elle semble au cœur de toutes les tendances qu'on a observées aujourd'hui, non?